Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une des grandes figures féminines de l'histoire que Franck Ferrand nous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Personnalité fascinante, semi-légendaire que celle de Zénobie, à propos de laquelle nous allons rétablir la vérité cet après-midi. Et j'ai demandé à Joël Chevet d'être avec nous pour nous y aider. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Lucia et Léon qui souhaitent connaître l'origine de l'expression « être sur la sellette ». Un petit peu comme nous en ce moment, Exactement. si vous voulez. Avant cela, nous avons rendez-vous avec la reine Zénobie à Palmyre. Peut-être qu'on va trouver un peu de soleil à Palmyre, avec un peu de chance. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes donc à Palmyre. Palmyre, c'est en Syrie, ça se trouve à 230 km à l'est de Damas. Et à l'époque dont je vous parle, ce n'est plus vraiment une ville indépendante. Et encore, je dis vraiment pour essayer de ménager la chèvre et le chou, parce que dans la pratique, c'est une ville qui est aux mains de Rome. C'est un peu, si vous voulez, Palmyre, la tête de pont de cet immense empire romain à l'époque, à son apogée. Juste là, face aux Perses qui sont tout près, bien entendu. Énorme empire perse sur lequel nous allons revenir tout à l'heure et qui a laissé, vous savez, ces vestiges tellement impressionnants, tellement écrasants lorsqu'on en voit dans les musées quelques vestiges. Je pense à ces têtes de taureaux extraordinaires de l'Apadana de Suse, je pense à toutes ces colonnes gigantesques. Ce qu'on appelait un Apadana, c'est une sorte de grande salle où il y avait 100 colonnes et c'était des colonnes gigantesques, immenses. Voilà ce qu'était l'Empire perse face à un empire romain qui, à côté, évidemment, nous paraîtrait presque à taille humaine, même s'il est très étendu, bien entendu. Alors, la ville de Palmyre a conservé, qu'on le veuille ou non, un certain nombre de ses traditions. Elle a conservé des institutions, même si, encore une fois, elle est sous la coupe des Romains. Elle connaît son apogée entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, et c'est surtout, et c'est d'abord une grande puissance commerciale. Il faut bien être conscient que c'est cette position stratégique de carrefour de toutes sortes de marchandises qui va donner à Palmyre la puissance qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui et qui va notamment donner le rayonnement qui sera le sien à la reine Zénobie. Incroyable centre marchand où l'on échange les aromates, les étoffes d'Orient et d'Occident, bien entendu, des perles qui viennent de loin, jusque de Chine, du Golfe Persique, du Turkestan, toutes sortes de produits venant du Cachemire, etc. Vous imaginez à partir de là la richesse de la ville, et qui dit richesse de la ville dit architecture spectaculaire. Voilà ce qu'écrivait Ivar Lissner dans un vieux numéro d'Histoire pour tous. Quand on en approche de cette ville de Palmyre, on aperçoit tout d'abord les tombeaux-tours formant un orgueilleux et funèbre boulevard et un château arabe se profilant sur le sommet d'un haut rocher en une romantique vision à la Gustave Doré. Pénétrant dans la cité, on est enveloppé de majesté, colonnades, édifices grandioses et l'énorme temple consacré à Bel et autres dieux palmyréniens. C'est vrai que ça fait partie, Palmyre, des grandes cités encore debout, si je puis dire, et qui nous donne à contempler l'incroyable audace de ces civilisations antiques. C'est évidemment en même temps, disons-le, une oasis au cœur du désert. Donc ça donne un côté peut-être encore plus magique à tous ces vestiges. Il y a là une source qui s'appelle la source FK qui a permis à des palmiers, à des oliviers, quand je dis des palmiers, des palmeraies, quand je dis des oliviers, des oliveraies, toutes sortes d'arbres fruitiers de se reproduire et de prospérer dans cet endroit. Il n'y a pas de dattier, bien que l'autre nom soit Tadmor en araméen, ce qui veut dire la cité des dattes. C'est assez, voilà, c'est une particularité, c'est une bizarrerie, si je puis dire, de l'onomastique palmyrénienne. S'il y a des gens qui prennent l'antenne en ce moment, ils doivent vraiment se demander de quoi je suis en train de parler. Alors, Zénobie,
puisque c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Zénobie serait née au début des années 240. Elle se marie à Odenath dans les années 250, ce qui veut dire que elle est encore toute jeune. Lui est de 20 ans son aîné. Il a eu 2 fils d'un premier mariage, c'est très important, Aïran et Hérodien. Odenath occupe des postes politiques importants. Il porte le titre de prince de Tadmor, justement, c'est-à-dire prince de Palmyre, si vous voulez, et il est, de ce fait, l'interlocuteur privilégié des Romains. À chaque fois que les Romains ont quelque chose à dire aux habitants de Palmyre, eh bien, c'est à lui, c'est à Odenath qu'ils s'adressent. En 261, il combat les Perses pour le compte des Romains, justement. C'est vous dire jusqu'où il est allié avec les Romains. Il est victorieux. Alors ça lui vaut évidemment beaucoup de compliments venant de Rome. Il obtient le titre de Corrector Totius Orientis, c'est-à-dire celui qui redresse l'Orient, en quelque sorte. C'est l'empereur Galien qui lui donne ce titre, avec pour effet de montrer sa supériorité sur ses voisins et de montrer à quel point qui voudra désormais du côté des Perses s'attaquer à Rome devra d'abord s'attaquer à Odenath. Et ça, c'est évidemment, il sert un peu de rempart, si vous voulez. Zénobie, nous dit Ivar Lissner, déclarait que son origine découlait en droite ligne des souverains égyptiens, de la dynastie de Cléopâtre au sang macédonien. Il est dit qu'elle fut incomparablement plus belle que Cléopâtre et d'une chasteté comme virginale. Ce n'était que dans le seul but d'assurer sa descendance, nous apprend l'histoire, qu'elle permettait à son époux Odenath de l'embrasser une fois par mois. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Zénobie avait une chevelure sombre, des dents éclatantes de blancheur et de grands yeux noirs étincelants. Elle avait cultivé avec méthode une intelligence de nature, disait-on, très masculine. Là, et nous en parlerons tout à l'heure évidemment avec Joël Chevet, là on est au cœur peut-être de ce qui a fasciné l'Occident et les auteurs classiques des 17, 18, 19e siècle, c'est que cette Zénobie est à la fois très belle, très virginale, etc. et en même temps une espèce de garçon manqué, un chef de guerre d'une certaine manière. Ça, il y a là quelque chose d'assez fascinant, une intelligence de nature très masculine, nous dit Ivar Lissner, à une époque où on pouvait écrire ce genre de phrase sans être même taxé de sexisme. Seules les pièces de monnaie et la description de l'auteur anonyme du reste de l'histoire d'Auguste nous donnent des indications concrètes et historiques sur son allure. Or, ce recueil de l'histoire d'Auguste a été écrit dans l'Antiquité tardive, au IVe siècle, c'est-à-dire qu'il faut prendre les descriptions qu'il peut nous offrir sur Zénobie avec certaines précautions. On a beaucoup comparé Zénobie à Cléopâtre. On sait maintenant que Cléopâtre était moche, pardonnez-moi l'expression. Eh bien, Zénobie, elle, semble avoir été très belle et semble surtout avoir utilisé tous ses charmes pour mieux gouverner. Un extrait de l'opéra Samson et Dalila sur Europe 1 composé par Camille Saint-Saëns. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la ville de Palmyre et à Zénobie. Alors, Zénobie est d'un caractère tout à fait remarquable. Et c'est sans doute pour ça qu'elle continue de nous fasciner aujourd'hui. On l'a dit curieuse, on l'a dit brillante. Et quand je dis brillante, elle parle notamment plusieurs langues. Le syrien, ça c'est un peu la moindre des choses. Mais aussi l'araméen, le grec, qui est la langue savante et élégante de l'époque. Et puis un peu de latin par la force des choses, là encore. Elle est instruite par un brillant Égyptien du nom de Cassius Longinus. Il joue un rôle essentiel et il faudra voir jusqu'où, du reste, il n'a pas été un peu plus que l'éminence grise de Zénobie, ce Longinus. Elle est surtout, auprès de son mari, la tête pensante et, si je puis dire, l'esprit politique. C'est elle qui, semble-t-il, va être à l'origine, en tout cas, d'un certain nombre des décisions qui sont prises par Odenath pendant le cours, j'allais dire, de son règne. Encore une fois, vous avez bien compris qu'on parle plutôt d'un roi de courtoisie, d'une certaine manière, mais en tout cas dans le mandat que Rome lui permet d'exercer.
On dit aussi que Zénobie est une femme, je vous l'ai dit, un peu virile, très courageuse. À la chasse, son courage la hisse au rang des meilleurs chasseurs avec qui elle évolue. Elle ne craint rien, ni la chaleur, ni le froid, ni les insectes. Elle voyage toujours à cheval au lieu de la voiture fermée qui normalement devrait lui être destinée. Et, dit-on, elle a tendance à toujours chevaucher non seulement en tête des troupes, mais même un peu en avant. Vous voyez cette espèce de côté impatient comme ça, personnalité intéressante. Or, et c'est là que ça commence à devenir étonnant, notre histoire. En 267, vous avez bien compris qu'on parle de 267 de notre ère, après Jésus-Christ, en 267, Odenath et son fils Hérodien sont assassinés. Je dis son fils parce que l'autre fils, Ahiran, était déjà mort à cette époque. Ce sont les deux fils qu'il avait eus d'un premier mariage. Ce qui veut dire que ça avantage considérablement Zénobie, puisque son fils qui s'appelle Vabalotos, et qui est donc le fils qu'elle a eu avec Odenath, va désormais devenir le nouveau chef local, le nouveau roi, si vous voulez. Il est le successeur légitime de son père, mais il est tout petit encore. Et donc, qui va assurer la régence? Je vous laisse deviner. Elle sera elle-même sur le trône à partir de 267 et ça joue un rôle très important dans l'équilibre régional. Zénobie élabore des projets, écrivent Annie et Maurice Sartre, met en œuvre une politique, mais elle n'est pas isolée, entourée d'une véritable cour où se côtoient généraux, politiques et rhéteurs. Elle fait de Palmyre, pour un temps, l'un des centres du pouvoir et de l'intelligence. Cassius Longinus devient son plus proche conseiller, ce qu'il était déjà, mais maintenant il l'est en titre. Il lui vante les mérites de l'Égypte. Et voyez vers où se tournent désormais les regards de cette souveraine proche orientale. C'est intéressant de voir, entre nous soit dit, à quel point l'Égypte, après la Perse, va devenir, 2, 3, 4, 5e, etc., va devenir l'objet de toutes les convoitises jusqu'à ce que les Arabes mettent la main dessus et au moment de leur formidable expansion. Je ferme cette parenthèse. Le chef d'état-major de Zénobie s'appelle Zabdas, c'est lui qui est en quelque sorte son bras droit pour tout ce qui concerne les batailles et les combats. Il l'aide dans son projet et elle va, grâce à lui et grâce peut-être à l'incroyable esprit politique qu'il habite, elle va étendre son influence sur l'ensemble de la Syrie, en Syrie, qui est l'ancêtre d'Ankara, vers le sud de l'Arabie. Elle atteindra donc l'Égypte, dont elle prend le contrôle autour de 270. Ça ne peut qu'intéresser de près et inquiéter singulièrement les Romains, bien entendu. Il faut vous dire qu'à Rome, en 270, Aurélien succède à Claude le Gothique, à la tête de l'Empire romain. Personnage fabuleux, Aurélien, un grand stratège, lui aussi très courageux, avec une force physique quasi herculéenne. Il se sent sans doute menacé par Zénobie. Il signe avec elle un traité lui octroyant la conduite du Proche-Orient. Vous voyez qu'elle reprend en quelque sorte le titre et la fonction qui avaient par Rome été accordés à son mari. Pendant ce temps-là, bien sûr, l'empereur romain Aurélien, lui, garde tout le contrôle de l'Ouest. On est à une époque où Rome est de plus en plus menacée sur ses frontières, ça chauffe de partout, si je puis dire. Il faut bâtir des murs et des remparts. D'une manière générale, c'est une période difficile pour Rome et l'empereur cherche à obtenir la paix à l'ouest en accordant la Dacie aux Goths. Il peut dès lors, à partir du moment où il s'est sinon allié, où il s'est concilié les faveurs des Germains, il va pouvoir se tourner vers l'Orient. Jusqu'à un certain point, Zénobie ménage l'empereur de Rome. Elle fait systématiquement apparaître le nom d'Aurélien aux côtés de son fils Vabalotos, à chaque fois sur les pièces de monnaie, sur les monuments, etc. D'ailleurs, sur les pièces de monnaie, vous avez sur une face le profil de Vabalotos et sur l'autre face le profil de l'empereur Aurélien. En mars 271, que se passe-t-il? Aurélien disparaît des documents officiels, son visage soudain n'apparaît plus sur les pièces de monnaie
Et l'on voit Zénobie, prise d'une sorte de folie des grandeurs, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision tout à fait concertée d'asseoir son pouvoir, on voit Zénobie s'octroyer le titre d'Augusta. Et elle donne à son fils le titre d'Augustus, donc il est lui-même en quelque sorte empereur de Palmyre. Ça, c'est un affront que ne peuvent pas supporter les Romains, bien entendu. On assiste immédiatement, en tout cas dans la foulée, à la rupture des relations commerciales dans un premier temps, et puis politique. Rome entame une reconquête de l'Égypte et de l'Anatolie, et cette fois Zénobie n'est plus le bras armé des Romains, elle va en devenir l'ennemi, tout simplement. La stratégie de l'empereur est la suivante. Il traite les habitants avec clémence, ce qui lui ouvre les portes d'un grand nombre de villes, et il se montre intraitable avec ceux qu'il estime l'avoir trahi. C'est donc un véritable bras de fer qui est en train de se mettre en place. Et chose très rare dans l'histoire en général, et encore plus rare dans l'histoire antique, c'est un bras de fer entre un homme et une femme. Vous comprenez pourquoi Zénobie est souvent rapprochée de Cléopâtre dans les ouvrages anciens et dans la chronique. Parce qu'en fait, le face-à-face oppose désormais Zénobie à Aurélien. Le lieu de la confrontation, c'est Antioche, les combats font rage dans la ville, Zénobie va finalement être contrainte de s'enfuir et la ville tombe aux mains de l'empereur. Aurélien fait à ce moment-là, ça c'est fort, il est le vainqueur d'Antioche. Il se dit que le mieux est de ne pas écraser Zénobie. Entre parenthèses, ça vous donne une idée de l'incroyable intelligence de cet empereur Aurélien. Mais lorsqu'il fait à Zénobie, une offre de paix, il se voit opposer un refus. Alors ça nous amène à une nouvelle bataille, la bataille d'Émèse, Homs, si vous voulez, en Syrie, avec une nouvelle défaite du clan palmyrénien. Et Ivar Lissner nous dit « Les soldats romains, quoique vainqueurs, étaient épuisés, exténués, brûlés par un soleil impitoyable, ils partirent par marche forcée pour Palmyre. La ville merveilleuse était remarquablement approvisionnée. Son siège représentait une entreprise très risquée et pénible. » C'est vrai que pour les Romains, c'est compliqué. Notamment, il y a une pénurie d'eau qui, comme toujours dans ce genre de situation, se traduit par le développement d'une épidémie au sein même des légions. Aurélien va, au cours d'un combat, être blessé par une flèche. Néanmoins, les Romains ne se découragent pas. Il faudrait qu'on me cite quelques exemples où les Romains se sont découragés. Du reste, c'est un terme qui ne figure généralement pas à leur vocabulaire. Zénobie, à ce moment-là, comprend que tout est perdu. Elle a non seulement perdu du terrain, elle a perdu de l'influence, elle n'est plus en position d'affronter véritablement Aurélien. Alors on la voit fuir à dos de chameau, dit-on. Elle va se réfugier à Doura Europos, on est sur un des deux grands fleuves de la Mésopotamie, sur l'Euphrate. Elle compte traverser le fleuve, solliciter l'aide des Perses, c'est-à-dire qu'elle est en train tout simplement, j'allais dire de trahir, mais après tout, on ne peut même plus trahir celui qui est devenu un ennemi. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la souveraine Zénobie. Oui, on ne sait même plus comment l'appeler. On va voir ça dans un instant avec Joël Chevet. En fait, Zénobie était en train de s'enfuir, vous savez, à dos de chameau. Avant même qu'elle n'atteigne l'Euphrate, elle est arrêtée. Quand je dis elle, ils sont arrêtés, puisque son fils aussi est arrêté, et ils sont traduits devant l'empereur. Alors l'empereur lui demande en vertu de quel droit elle a cru pouvoir entrer en rébellion contre les seigneurs de Rome. Et Zénobie réplique avec une finesse qui ne l'abandonnera somme toute jamais, qu'il ne lui a pas été possible de considérer comme des empereurs romains ni les prédécesseurs d'Aurélien, ni les usurpateurs. Et elle dit « Toi seul, tu es mon vainqueur et mon maître ». Seulement, la reine captive va très vite perdre son assurance. Elle qui s'était montrée si courageuse jusque-là, on ne sait pas ce qui se passe, elle s'effondre littéralement. Et lorsqu'elle apprend que les légionnaires exigent sa tête, alors là, d'un seul coup, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus rien du tout. Elle oublie l'exemple de Cléopâtre qui avait réussi, vous savez, ce suicide magnifique avec l'aspic. C'était bon. Là, on est très loin de ça. En vérité, Zénobie va trahir ses amis, ses maîtres, ses conseillers. Elle prétend que son obstination et sa rébellion contre Rome sont la conséquence des mauvais conseils qu'elle a reçus. On l'a, dit-elle, dupée, leurrée, si seulement elle avait su jamais, etc. Elle s'effondre, Zénobie. Et finalement, ce sont
ses conseillers qui vont payer pour elle. Ils sont décapités. C'est notamment le cas de Longinus, évidemment. Parfaitement placide et maître de lui, nous dit Lissner, sans une plainte, Longinus n'avait que des paroles de consolation pour ses compagnons de misère et déplorait le sort de la reine infortunée. Il suivit le bourreau résigné, sans qu'une émotion apparente trahît sa douleur. Pour Zénobie, les mauvais moments sont à venir, parce que bien sûr Aurélien va repartir pour Rome avec tout un trésor impressionnant dont il a fait cargaison en Orient, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi des chevaux, des chameaux, des armes. Et les chameaux vont avoir un succès fou dans les rues de Rome, vous imaginez. Et puis, il y a ce triomphe d'Aurélien. Voilà ce que l'on lit dans l'histoire d'Auguste. Il y avait 3 chars royaux. Le premier, celui d'Odenate, était d'un beau travail et rehaussé d'argent, d'or et de pierreries. Le second, que le roi des Perses avait offert à Aurélien, était de facture tout aussi ouvragée. Le troisième était celui que Zénobie s'était fait fabriquer avec l'espoir de l'utiliser pour voir la ville de Rome. Cet espoir ne fut pas déçu, puisqu'elle fit bien son entrée dans la ville, mais vaincue et traînée en triomphe. Zénobie n'est pas la seule prisonnière, il y a tout un cortège qui rassemble des dizaines de prisonniers originaires de Palmyre, d'Égypte ou de Gaule. Je reprends l'histoire d'Auguste. Au milieu d'un faste tel que le peuple romain n'avait jamais rien vu de plus somptueux, vous imaginez ce que ça doit être ? Zénobie était d'abord parée de pierreries si énormes qu'elle croulait sous le poids de ses joyaux. Elle dut en effet, dit-on, s'arrêter très fréquemment en dépit de son énergie, en se plaignant de ne pouvoir supporter le fardeau de toutes ces pierreries. Elle avait d'autre part des entraves d'or aux pieds ainsi que des chaînes d'or aux mains. Même son cou était ceint d'un lien d'or que soutenait un bouffon perse. On ne sait plus s'il faut rire ou s'il faut pleurer. Bonjour Joël Chevet. Bonjour. J'ai raconté Zénobie telle que nous l'a livrée la Vulgate. C'est un peu, en quelque sorte, l'image d'Épinal. Avec vous, nous allons essayer d'y voir plus clair sur la véritable Zénobie de Palmyre. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Zénobie, avec votre invité, l'historienne Joël Chevet, également journaliste à Historia. Ce qu'il faut dire, bonjour Joël Chevet, ce qu'il faut dire, c'est que cette figure de Zénobie a fasciné les poètes, les auteurs, les historiens, etc., depuis la Renaissance en Occident, vraiment. Je dirais même depuis le IVe siècle, Oui. où la légende commence à s'élaborer avec cette fameuse histoire Auguste dont vous avez parlé à plusieurs reprises et qui est la seule source, la plus récente en tout cas, la plus proche des événements dont nous pouvons disposer. Alors cette histoire Auguste, c'est une compilation de textes qui ont été attribués à plusieurs auteurs. En fait, on a prouvé qu'il ne s'agissait qu'un seul auteur qui avait écrit sous plusieurs pseudonymes et qui en fait va déjà construire la légende à ce moment-là de Zénobie pour réagir contre l'empereur Galien qui était absolument détesté. Donc c'est une œuvre qui est déjà une œuvre littéraire et déjà romancée très largement. C'est-à-dire qu'assez tôt, le personnage devient en quelque sorte un personnage de roman. Il va fasciner notamment, comme par hasard, au XVIIe, au XVIIIe siècle, à une époque où nous avons en France une succession de régences. Or, Zénobie, c'est d'abord une régente. Voilà. Donc là, je crois que la légende, en effet, on va pouvoir en reparler. Zénobie sera récupérée, réinterprétée au fur et à mesure dans différentes périodes et dans différents pays, en fonction des régimes politiques.
Je pense par exemple en Espagne à la fin du Moyen-Âge avec Isabelle la catholique, où Pérez de Guzman écrit une biographie de Zénobie parce qu'on est dans une période de pouvoir féminin. Il y a une très belle suite de tapisseries qui est célèbre, la suite de l'histoire de Zénobie, des Gobelins, c'est une merveille absolue. Et ce qui prouve bien que le personnage, son histoire, les différents épisodes de son épopée faisaient partie des références communément admises. Alors le Moyen-Âge l'a oublié. On la voit vraiment réapparaître à la fin du Moyen-Âge, qui est déjà la Renaissance pour l'Italie. On la voit apparaître donc au XVe siècle, sous la plume de Pétrarque, sous la plume de Boccace, qui célèbre surtout les vertus guerrières de Zénobie. C'est surtout sur ses qualités guerrières qu'il la décrive, alors que plus tard, on va plutôt insister sur sa chasteté, puisqu'on arrive évidemment dans des périodes de réforme catholique, où là, la chasteté de Zénobie est mise en avant dans de nombreux ouvrages d'ailleurs. Un petit côté Amazone, forcément. Et alors, il y a ce côté Amazone qui est exalté alors de façon absolument incroyable, où il y a des textes qui la montrent rattrapant les cerfs à la course dès son enfance. On lui attribue des filles qui sont de véritables Amazones. Elle combat à main nue les fauves. Enfin, on est vraiment là dans... C'est Wonder Woman. Voilà, on est dans une légende, en effet, qui correspond aux attentes qu'on a par rapport à certaines femmes à cette époque. Voilà. Est-ce que le fait qu'elle ait régné sur Palmyre a joué un rôle? Est-ce que ce mot et les palmiers qui vont avec, si je puis dire, dans l'imaginaire collectif des Occidentaux, a joué un rôle dans le succès de Zénobie? Alors, il faut d'abord remettre les choses en place d'après les... mais ça, on y viendra, sur la vraie personnalité. D'accord, voilà. Mais elle n'a pas été reine de Palmyre. Non, voilà. Oui, nous y reviendrons par la suite. Donc, je reprends votre question. Mais alors, oui, est-ce que le fait que ce soit Palmyre, que ce soit l'Orient, que ce soit la Palmeraie, etc., est-ce que tout ça a joué un rôle? Tout ça a beaucoup joué, mais surtout au XIXe siècle, avec évidemment le courant de l'orientalisme, où là, on insiste sur les côtés bédouins, je dirais, de Zénobie, alors qu'elle est sans doute d'origine grecque. Elle parle l'araméen, c'est sa langue, et le grec est la langue officielle en Syrie et donc à Palmyre. Donc on insiste sur ce côté, cette beauté orientale. Donc il y a de nombreux peintres qui la peignent avec vraiment comme une bédouine, voilée, etc. Je vous avoue que depuis une douzaine d'années, c'est la toute première fois qu'on fait une émission sur Zénobie. Oui. Hein, et combien de fois, c'est totalement innombrable, combien de fois m'a-t-on dit, vous savez, quand je vais dans des salons, etc., on me dit, mais dans des salons littéraires, pourquoi ne parlez-vous pas de Zénobie? À quand une émission sur Zénobie? Racontez-nous Zénobie, etc. Très, très, très souvent, comme si... Alors c'est vrai qu'elle a été un personnage de théâtre, d'opéra, un personnage de roman historique aussi, au tout début des romans historiques. Moi, Zénobie, reine de Palmyre, hein, ça c'est... C'est le roman de Bernard Simiot, oui, qui est très connu, mais il y a eu beaucoup de romans, surtout dans une période plus récente, 19e et surtout 20e siècle, les romans. Auparavant, c'est plutôt la peinture, les pièces de théâtre, l'opéra de Rossini. En 1813. Il n'y a pas beaucoup de films par contre. Hein, alors un seul film, absolument, c'est extravagant puisqu'elle est incarnée par Anita Ekberg. Donc vous voyez la beauté scandinave qui est présentée dans ce film. Le metteur en scène est Brignone et l'assistant est même Sergio Leone. Donc c'est un péplum absolument extravagant et où on voit Anita Ekberg, je dirais très décolletée et qui n'a vraiment rien à voir avec le personnage de Zénobie. Alors parmi les récentes publications sur le sujet, j'ai 2 livres là dans les mains. Il y a La Somme d'Annie et Maurice Sartre, que nous avons cité 2 ou 3 fois dans ce récit, hein, qui s'appelle Zénobie de Palmyre à Rome. C'est édité chez Perrin. L'ouvrage, comment est-ce qu'on pourrait le décrire? C'est vraiment l'ouvrage de référence, qui fait la mise au point sur tout ce que l'on peut dire et ne pas dire sur Zénobie. Et puis alors de Jacqueline d'Auxois, La Reine de l'Orient, Zénobie. Là, on est plutôt dans le roman. C'est très très romancé même en fait. Oui, c'est même très romancée, oui, avec on la montre comme une anti-romaine, ce qu'elle n'a jamais été. Donc, alors, justement, qu'a-t-elle été en fait et réellement? Vous nous dites, et vous avez vu à quel point j'ai fait attention pendant tout ce récit à ne pas trop me tromper, vous nous dites, elle n'est pas reine de Palmyre. Qu'était-elle, Zénobie, alors? Alors, elle n'est pas reine de Palmyre parce qu'il n'y a jamais eu de royaume de Palmyre, tout simplement. La conquête de Palmyre commence en fait au 1er siècle avant Jésus-Christ avec Marc-Antoine, se poursuit sur plusieurs siècles. Au 3e siècle, à l'époque où nous nous situons, Palmyre est une colonie romaine, intégrée dans la Syrie bien sûr, et Odena
comme Donc le mari de Zénobie, Odéna, le mari de Zénobie, dont nous savons très peu de choses quant aux origines, quant aux ascendants, D'où venait-il Ce sont des familles de notables qui sont citoyens romains depuis au moins un siècle. Ils ont la citoyenneté romaine. Donc de ce point de vue-là, très important de le souligner, ce ils sont sont citoyens des Romains romains, oui. qui sont détenteurs de titres qui sont conférés aux notables romains, et en particulier Odéna, qui a ce titre de clarissime consulaire, qui lui donne en fait le commandement militaire de Palmyre. Alors, dans un contexte que vous avez rappelé tout à l'heure... C'est plutôt une sorte de gouverneur militaire, donc, hein. Oui, c'est mais ça, enfin, plutôt. certainement un des personnages les plus importants, mais qui très curieusement a laissé peu de traces, et dans l'épigraphie locale, donc de Palmyre, il y a très peu d'inscriptions qui concernent Odéna et Zénobie. D'où les lacunes énormes dans cette histoire. Que sait-on de son assassinat en 267, justement? Alors, son assassinat, il a été assassiné, mais on ne sait absolument pas dans quelles conditions et par qui. Zénobie a été suspectée par certaines sources d'avoir en effet participé à cet assassinat. Là encore, aucune preuve. On ne peut rien dire d'assuré dans cette affaire. Oui, mais finalement, on se rend compte que c'est un sujet sur lequel on dispose de très peu d'éléments concrets. On a évidemment des éléments archéologiques, numismatiques, c'est-à-dire qu'il y a des pièces de monnaie, ça peut quand même servir. Et puis pour le reste, quelques mentions dans quelques chroniques, dont certaines très tardives, on pense à l'histoire d'Auguste. Et puis c'est tout d'une certaine manière. Autant dire, Joël Chevet, que la place est grande pour l'imagination. Voilà, il est évident qu'on est tenté de combler les lacunes en question. Reste que quand même, ce que nous savons est suffisamment précis pour quand même évacuer toute une série de légendes à son propos. On peut retracer sa vie de façon historique. En tout cas, on peut retracer son parcours de femme politique. Et je crois là que c'est là où elle est intéressante. C'est une femme politique. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire ensemble dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. C'est Zénobie qui est au cœur de l'histoire et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, l'historienne Joël Chevet, également journaliste à Historia. Et oui, et auteur des grandes courtisanes dont elle était venue nous parler ici même. Alors Joël Chevet, vous nous dites à l'instant, il est possible, grâce à ce dont on dispose, de retracer de manière sûre, de manière historique, la carrière politique de Zénobie. Eh bien, je vous en prie, faites donc. Donc cette carrière politique, elle commence en fait avec la mort d'Odéna, puisque auparavant... 267, auparavant, il semble qu'elle était à ses côtés de façon assez active, qu'elle l'accompagnait même peut-être dans ses campagnes, et en particulier dans ses campagnes contre les Perses, puisque c'est là en fait que tout commence. Odéna, en effet, va d'abord combattre contre les Perses, contre ces Perses qui ont succédé aux Parthes, et c'est donc le Shah des Shahs, Shapur, qu'il va vaincre et prendre son titre de roi des rois. Et c'est là que commence cette première confusion, et où on parle de roi et de reine de Palmyre, parce qu'en fait, Odéna a pris le titre de Shapur, le titre de roi des rois. Et ce titre, il le transmet en effet à son fils. Rien à voir avec l'Empire romain, rien à voir avec le fait qu'ils sont partie prenante de l'Empire romain, un Empire romain dont il ne faut pas oublier qu'on est en effet en plein dans la crise du IIIe siècle. Cet empire romain qui est vraiment assailli sur toutes ses frontières, c'est-à-dire en Occident sur le Rhin, sur le Danube et sur l'Euphrate. Donc le projet de Zénobie, une fois Odéna disparu, c'est plutôt d'apaiser les choses du côté de la Perse, et c'est pour ça que nous la voyons au moment de sa fuite se réfugier vers la Perse. Elle s'entend bien désormais avec les Perses. En tout cas, elle a apaisé la situation. Mais son but, par contre, est celui de devenir impératrice à la place d'Aurélien. Et en tout cas, son fils, au nom de son fils, bien sûr, au nom de son fils Valbala. Donc, on est dans un projet politique. Ce que vous dites, c'est-à-dire que son mari sert de rempart à Rome contre les Perses, donc il remplit parfaitement son office et il est digne de la confiance qu'on lui donne. Alors que sa femme, dont on peut même suspecter qu'elle l'ait peut-être fait assassiner, mais enfin ça on n'a aucune forme de preuve, donc laissons ça de côté. En tout cas, sa femme, Zénobie, sa veuve, régente de leur jeune fils, va au contraire faire la paix avec les ennemis de Rome pour essayer de profiter des difficultés de l'Empire et aider à détacher un morceau de l'Empire en fait. Oui, mais je dirais que c'est une situation qui est absolument banale à l'époque. Les usurpations sont permanentes.
permanente. N'oublions pas que les empereurs romains au IIIe siècle, la durée moyenne d'un règne est de 5 ans. Aurélien le Premier, 270-275. Donc le projet politique de Zénobie n'a rien d'étonnant, ni d'extraordinaire, ni d'utopique, puisque à l'évidence, on peut devenir empereur, et n'oublions pas qu'en Gaule, au même moment, et Aurélien va s'en occuper en premier, Tétricus, en Gaule, a usurpé le titre d'Augustus également. Et il va participer lui aussi dans un char au triomphe d'Aurélien. Oui. Donc vous voyez, on est dans une situation qui explique très bien. Alors c'est une femme, donc on s'en étonne plus. Ça aurait été un homme, on n'en aurait rien dit, oui, puisque les usurpations sont permanentes. Donc elle va profiter en effet de cette situation de l'Empire coincé d'une part entre les barbares d'un côté, les Perses de l'autre, pour en effet avoir des ambitions politiques qui sont tout à fait légitimes, je dirais, par rapport à l'époque où elle vit. Pour le moins audacieuse comme Et pour le moins ambition. audacieuse, mais pas tant que cela. Elle aurait pu peut-être réussir si Aurélien n'avait pas été ce qu'il était, c'est-à-dire un général de 55 ans qui était donc très aguerri, un homme de guerre donc redoutable. Et elle avait des appuis en effet en Égypte. Il y a un parti palmyrénien à Alexandrie sur lequel elle s'est appuyée. Elle est restée 2 ans en Égypte. On pense que la légende de ses origines Ptolémée viennent de là, donc c'est époque, postérieur en fait, c'est ça. Bien sûr. Est-ce qu'on peut la considérer un peu comme une conquérante à ce moment-là, quand elle arrive comme ça, qu'elle fait main basse sur l'Égypte? Oui, je pense que ce personnage de femme guerrière, c'est une femme de guerre, je crois, incontestablement, et elle le montre d'ailleurs avec son général Zabdas, avec lequel elle mène les opérations. Elle a de réelles qualités de stratège et de femme de guerre, et qu'elle va utiliser donc, d'une part, non pas en Syrie, où elle essaie au contraire de s'allier, d'avoir des clientèles sûres en Syrie, mais en Arabie et jusqu'en Égypte, qu'elle va conquérir donc sur 2 ans. Il faut imaginer que ça dure très peu de temps, hein, l'affaire des Zénobie, 6 ans. En fait, elle règne, oui, c'est ça, même pas tout à fait 6 ans, je crois. C'est vraiment très très court. C'est très court. Et ça met d'autant plus en relief l'extraordinaire légende qui s'est construite autour de cette femme. On la rapproche de Cléopâtre, peut-être du fait justement de ce nouvel ancrage égyptien, mais aussi parce que, comme les Macédoniens, comme les généraux de Philippe, de Philippe certes, mais surtout d'Alexandre le Grand, elle connaît, si je puis dire, l'Orient. Elle veut réconcilier Orient et Occident. Est-ce que ça fait partie de ses projets ? Son projet, en fait, c'est de faire de son fils l'empereur à la place d'Aurélien. Donc d'abord, conquérir l'Orient, et en particulier l'Égypte, qui est le grenier à blé de l'Italie. Donc quand on tient l'Égypte, on tient l'Italie. Donc l'Égypte, c'est pas par hasard non plus qu'elle fait cette conquête, et en même temps, il y a des raisons économiques. Vous l'avez rappelé avec ces caravanes, cette route des caravanes, sûr, oui, qui évidemment s'achemine de l'extrême-orient jusqu'à l'Égypte. Il y a cet aspect-là, et ce qu'elle veut en second, c'est faire reconnaître son fils par le Sénat romain. Donc une fois l'Orient conquis, elle espère bien, en effet, et c'est là où il y a un véritable coup d'État, quand elle prend en 271 ce titre d'Augustus pour son fils, d'Augusta pour elle, où là il y a un véritable désir d'être reconnue par le Sénat romain en tant qu'empereur. On a bien compris qu'elle n'est pas toute seule. J'ai parlé de Longinus tout à l'heure, il y a un certain nombre de conseillers autour d'elle. Il y a des gens qui étaient déjà là du temps d'Odéna d'ailleurs. Alors, il y a un certain nombre, oui, elle a un entourage qui date en effet de la période de son mari, mais il semble qu'elle fait venir en effet un certain nombre de rhéteurs et de philosophes. Longinus en est un, il a quitté Athènes pour la rejoindre à Palmyre. Il y a également le patriarche d'Antioche, Paul de Samosate. On a certains auteurs par la suite ont d'ailleurs dit qu'elle avait été attirée vers le judaïsme, ce qui est là encore une légende, bien entendu. Donc il y a un certain nombre de gens autour d'elle qui la conseillent. Longinus a été peut-être considéré comme un petit peu son conseiller occulte, et qui peut-être l'a entraîné vers ce désastre.
Il n'y a pas assez de sources, on ne peut pas en dire plus. Et comment explique-t-on cet très- effondrement devant les Romains? Elle n'avait pas elle n'était numériquement inférieure. Alors, les sources donnent des chiffres énormes pour les troupes de Zénobie. Et d'Aurélien, du reste. Et d'Aurélien, des chiffres qui sont évidemment exagérés. Il semble que la dernière bataille ait été liée aussi au fait que les cavaliers palmyréniens étaient équipés comme les Perses. Vous savez ce qu'on appelle les cavaliers cataphractaires, avec ces énormes armures sur les chevaux eux-mêmes. On appelait ça carrément des fours, d'ailleurs, à l'époque, parce qu'évidemment, on étouffait sous ces... Et il semble que, de ce point de vue-là, il y a eu peut-être sur le plan de l'armement, etc., une lourdeur des troupes palmyréniennes par rapport aux troupes romaines, beaucoup plus mobiles et plus légères. Encore une fois, aucun détail suffisamment précis ne nous permet d'en décider. Le personnage est un personnage romanesque par essence, cette femme combattante, peut-être traîtresse, d'une intelligence extraordinaire, d'une beauté qui n'est même plus à vanter. En plus, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Vous nous dites une épopée qui se ramasse sur 6 années, donc tout ça est fascinant, dans des paysages tout à fait incroyables. C'est tout l'Orient, c'est la femme orientale, etc. Bon. Et puis, il y a évidemment dans cette dimension romanesque l'amour. Et notamment les liens avec Aurélien. Et là, j'ai peur qu'on entre vraiment dans le roman, non? Ah là, totalement. Totalement. Mais pourtant, certains ne s'en sont pas privés. Hein. Tout à fait. Et alors là, tout au long du XVIIe et du XVIIIe, il y a toute une série d'ouvrages qui paraissent. Alors, on ne sait rien de sa fin. Normalement, elle aurait dû être exécutée aussitôt après le triomphe. Oui, c'est ça, elle a participé au triomphe d'Aurélien. Le triomphe est attesté. Et ça, c'est vrai, cette histoire, elle est tellement couverte des bijoux qu'on l'a obligée à porter qu'elle a même du mal à... Elle succombait sous le poids de ses bijoux. Est-ce une vision très orientalisante parce que en même temps, on a récupéré un butin fabuleux? Encore une fois, voilà, on en est à des hypothèses, mais bon, elle apparaît au triomphe, ça c'est incontestable. On ne pense pas qu'elle ait été exécutée à la suite de ce triomphe, alors que Tétricus l'a été. Et alors, à partir de là, se développe toute une série de légendes. Alors, certains l'ont mariée carrément avec Aurélien, alors que là, par contre, on connaît un petit peu quand même la suite de la vie d'Aurélien pour savoir que c'est faux. Qu'elle aurait épousé peut-être un Romain, dont elle aurait eu d'autres enfants. On évoque un suicide, parce que Cléopâtre, ça rappelle des choses. Donc, vous voyez, là, on est quand même dans un marasme légendaire, où chaque époque puise ce qui peut accréditer... Encore une fois, le fait que cette histoire se soit un peu perdue dans les ombres et les brouillards de l'histoire et de la chronique permet toutes les imaginations possibles, hein, toutes les récupérations même possibles. La dernière étant celle des nationalistes arabes, qui là mélange deux histoires, celle de Zénobie et l'histoire d'une autre femme arabe, parce qu'il faut prouver que Zénobie était arabe et qu'elle est à l'origine, avant même la conquête musulmane, qu'elle est à l'origine de l'unité d'un grand État arabe. Deux de nos auditrices posent des questions très intéressantes. Anne-Marie dit, parce que maintenant malheureusement on ne peut plus aller à Palmyre, là en ce moment évidemment, c'est pas l'endroit où je vous conseille d'aller passer vos vacances. Ayant eu la chance d'aller à Palmyre, dit Anne-Marie, j'ai été étonnée de constater que Zénobie avait laissé une véritable empreinte sur le peuple syrien actuel, hein, donc ça elle est devenue un peu une égérie d'une certaine manière. Il semble que ce soit une construction relativement récente, justement, des nationalistes arabes. Le ministre, par exemple, Tlas, le ministre de la guerre, a écrit une biographie de Zénobie, ce qui est quand même très étonnant, et elle n'a jamais été arabe. Elle est soit grecque, soit araméenne, en tout cas c'est une orientale de Syrie, sémite. Donc, on est dans un pays de double culture, hein, sémitique et gréco-romaine, mais certes, elle n'est pas une arabe. Et d'ailleurs, les Grecs... Parce que très souvent, dans la documentation que j'ai pu consulter, là, très souvent, elle est présentée comme arabe. On voit souvent ce mot-là. Alors que les Grecs utilisent le mot arabe pour parler des tribus nomades. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles soient arabes ou pas. Ils utilisent ce terme. Et comme Tadmor, à l'origine, qui est Palmyre, qui est occupé depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ, Tadmor était au départ, en effet, un endroit où se réfugiaient des bandes de bédouins. C'était un lieu assez malfamé à ce moment-là. Mais
Et Audrey nous dit « L'exaltation des vertus guerrières de Zénobie au XVe siècle a-t-elle pu servir à légitimer l'apparition ou les actions de Jeanne d'Arc ?» C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à Jeanne d'Arc sur certains des aspects de la carrière. Alors il y a un auteur français, en effet, qui parle, c'est Pierre Lemoine, qui parle au XVIIe siècle, qui va parler de Zénobie. On est en 1647 quand il sort cet ouvrage, un jésuite, et qui va sortir cet ouvrage. On est sous la régence d'Anne d'Autriche. On est en 1647. Ces livres ne sortent pas par hasard. Et c'est l'époque où il y a beaucoup de livres sur ce qu'on appelle les femmes illustres ou les femmes fortes. Alors, il y en a d'autres. Il y a Esther, il y a Cléopâtre, et Zénobie est associée donc à cette troupe de femmes fortes pour légitimer évidemment ce pouvoir féminin des régentes. Il faut imaginer quand même en France qu'il y en a 3 successives, et donc Catherine de Médicis, Marie de Médicis, Anne d'Autriche. Donc un moment où il faut évidemment accréditer la légitimité d'un pouvoir féminin dans un pays de loi salique. Alors nous avons eu l'occasion, Joël Chevet, et ce n'est plus le moment, d'ailleurs nous n'avons plus le temps du tout aujourd'hui, mais nous avons eu l'occasion de parler ensemble d'un certain nombre de grandes figures de l'Antiquité, des grandes figures féminines de l'Antiquité. Zénobie est évidemment l'une des plus nébuleuses. On a compris avec vous qu'on ne sait pas, somme toute, grand-chose d'elle. Elle reste peut-être la plus séduisante aujourd'hui. Alors je crois qu'elle a beaucoup séduit, en particulier le XVIIe siècle, qui met en avant la chasteté. Et voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a peu de films sur elle, parce que c'est pas drôle. Oui. Alors on est obligé d'inventer des passions autour d'elle, mais elle, sa chasteté, on peut pas revenir là-dessus. Donc il est évident que pour le XVIIe siècle, elle a été une héroïne évidemment tout à fait admirée et placée en premier après d'autres. Oui. Merci beaucoup Joël. Merci. Je renvoie nos auditeurs à tous vos articles dans Historia. Et puis, chez First, c'est paru il y a 2 ans maintenant, Les Grandes Courtisanes, où vous faites, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec le titre, ce n'est pas du tout à l'eau de rose. C'est une étude très pointue et très profonde du phénomène des courtisanes à travers les siècles. Merci beaucoup. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Lucia Léon. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission et aimerait connaître l'origine de l'expression « être sur la sellette ». Oui, alors être sur la sellette, aujourd'hui, ça signifie être dans une situation délicate, être exposé à la critique, voire même se trouver dans une situation assez délicate pour que votre poste, votre place soit en jeu. C'est pas tout à fait le vrai sens de l'expression. Le vrai sens, ça veut dire tout simplement être questionné. D'ailleurs, on avait sur Europe 1 autrefois une émission qui s'appelait comme ça sur la sellette, et c'était le moment où l'on posait des questions à l'homme politique qui s'asseyait entre guillemets sur la sellette. Alors qu'est-ce que c'est que cette sellette ? Eh bien, sous l'Ancien Régime, c'était la petite place, l'espèce de petit banc sur lequel on installait les accusés au moment des procès. Sellette, ça vient de cella, tout simplement, le siège en latin. Et une sellette, c'est un petit siège. Alors celui-là était en bois, il était un peu incurvé, spécialement bas, ce qui fait que l'accusé auquel on gardait les chaînes aux pieds généralement, était assis sur ce petit siège et regardait le jury de très bas, si vous voulez. C'était une position très inconfortable. Les juges étaient en surplomb et le but, c'était que l'accusé ressente son infériorité, tout le poids de la puissance de la justice. Il était fragilisé, il risquait comme ça il avait peut-être plus de chances de passer aux aveux. C'est en tout cas ce qu'espérait l'appareil judiciaire avec cette sellette. On a un bel exemple avec le procès de Fouquet notamment, où l'on voit ce grand personnage tellement puissant, ce surintendant des finances qui se retrouve assis sur ce tout petit banc au milieu des magistrats du Parlement de Paris. Bon. L'usage de la sellette a été aboli le 9 octobre 1789, en même temps que la question. Alors évidemment, c'est plus important la question. Ce qu'on appelle la question, c'était la torture, vous savez. Mais on abolit le même jour la torture et la sellette, ce qui prouve bien qu'il y avait une dimension volontairement humiliante dans l'usage de la sellette. Et désormais, on ne sera plus sur la sellette que de manière figurée. D'ailleurs, Robespierre va utiliser l'expression dans son discours de condamnation de Louis XVI. « Asseyons sur la sellette celui qui se plaçait sur un trône », dira Robespierre, « et donnons à la royauté l'humiliation d'être accusé dans la personne de Louis, donc de ce Louis Capet qui avait régné sous le nom de Louis XVI. » Vous voyez qu'il y a dans cette sellette et jusque dans les usages qu'on peut en faire en 1793 une dimension réellement politique.